Nous reprenons cette émission de Radio Courtoisie et qui porte principalement sur les vaccins. Nous réagissons contre les mesures qui sont préconisées par le nouveau ministre de la Santé, Madame Buzyn, qui veut rendre 8 nouveaux vaccins obligatoires pour les jeunes enfants. Nous recevons pour cela Serge Rader, qui est un pharmacien qui est déjà venu dans nos émissions, et le docteur Delépine, qui est également venu dans nos émissions, et nous avons cité tout un ensemble de livres qui ont été faits par les uns et par les autres. J'en prends juste un, Soigner ou obéir, de Nicole et Gérard Delépine, première mesure urgente pour éviter le naufrage du service de santé publique. Je citerai aussi par exemple le livre du docteur Tal Schaller, Vaccin, génocide planétaire, chez Testés Éditions, et surtout les 2 livres de Michel Georget, Vaccination, les dérives indésirables, et le dernier, je n'ai pas la référence, mais bon, peu importe, je le retrouverai parce que j'ai tout un, voilà, le dernier qu'il a sorti, c'est Apport des vaccinations à la santé publique, la réalité derrière le mythe. Alors, sur ce point précis, il y a encore un livre qui est récent et qui est particulièrement recommandable, de Pierre-Jean Arduin. Pourquoi vacciner? La fin de la vaccination documenté et argumenté, et ce livre a été fait vraiment en 2016 et très intéressant parce que c'est pris du point de vue de l'épidémiologie. Alors c'est exactement le point que nous allons aborder avec le docteur Delépine, c'est-à-dire est-ce que les vaccins ça sert réellement à quelque chose? Alors on va prendre le sujet comme ça. Est-ce que les vaccins ont réellement éradiqué les maladies comme on tente à nous le faire croire? Alors, c'est ce qui, actuellement, la propagande. Les vaccins ont sauvé des centaines de millions de personnes. Les vaccins sont la barrière contre les infections. En France, en 2017, c'est totalement faux. Et il suffit de regarder l'histoire, les courbes de mortalité infantile pour s'en rendre compte, pour s'en convaincre. Et donc, il est normal d'avoir peur des pestes, mais la peste noire a été vaincue bien avant les vaccins. Elle a été vaincue par l'hygiène et l'isolement des malades. Et on savait très bien qu'on pouvait éviter la peste si on isolait les malades. C'est pour ça qu'on avait inventé la quarantaine. Le choléra a été vaincu par l'hygiène et les antibiotiques n'ont joué qu'un tout petit rôle tout à fait limitrophe là-dessus. La typhoïde a été vaincue par l'hygiène. Bien entendu, on a des antibiotiques capables de se battre contre la typhoïde, mais c'est d'abord le lavage des mains, parce que si on fait pas un portage entre les fesses et la bouche, on n'a pas de typhoïde. Oui. La variole, elle, a été vaincue en partie par le vaccin, mais aussi par l'endiguement. Le vaccin tout seul était incapable d'éradiquer la variole. Alors qu'on nous met toujours depuis ça. Alors, la variole est quand même intéressant, puisque le nom de vaccin vient de vaccine, qui était un virus proche de la variole et qui, inoculé aux personnes, pouvait leur éviter de faire la variole qui tuait effectivement beaucoup. Et je reviens là-dessus parce que on touche au fondement de la démocratie. C'est l'aphorisme de d'Alembert. Je remonte en 1760, à l'époque de Frédéric II de Prusse, qui n'était pas connu pour être un démocrate. C'était le roi sergent. Et donc il avait demandé à d'Alembert, faut-il que je force ma population à se vacciner par la vaccine, donc par ce virus de la vache. Et la conclusion d'Alembert, il l'avait appelé d'Alembert parce que c'était le meilleur mathématicien de l'époque, et il pouvait donc estimer les risques à la fois de la vaccination et le bénéfice pour la population. Et lorsqu'on arrive à sa conclusion, il disait: pour chaque individu, l'intérêt de sa conservation particulière est le premier de tous. L'État, au contraire, considère tous les citoyens indifféremment et sacrifie une victime sur 5, il lui importe peu de savoir qui sera la victime, pourvu que les 4 autres soient conservés. Et la conclusion: mais en monarque équitable, il croit qu'il doit laisser aux citoyens la liberté pleine et entière de se livrer ou de se refuser à cette opération. Et Frédéric de Prusse, qui n'était donc pas du tout un démocrate, mais qui était un prince éclairé, il a laissé la population décider. Donc nous sommes actuellement en soi-disant démocratie et nous refuse à notre population d'être éclairée. On leur autorise de voter, ils ont le droit de voter, on truque un peu, mais ils ont le droit de voter, mais pas de choisir. Ce qui est le plus important pour eux, c'est leur corps.
Oui, je trouve ça totalement intolérable. Pendant que vous exposiez ceci, et pour montrer qu'on est sur certains points en France dans une société véritablement totalitaire, Serge Rader me passait un certain nombre de courbes. Alors, j'en ai une centaine. Comme oui, ça. Alors ces courbes sont intéressantes parce que ça donne, par exemple, je ne peux pas les montrer comme on le ferait dans une émission de télévision, aux États-Unis, le taux de mortalité par coqueluche, par exemple. Alors il passe de 16 par 100 000, de 16 par 100 000 en 1900, et il arrive en 1948 à 0,2 ou 0,3%. Donc il passe de 16 à 0,3%. Enfin bon, c'est à peu près. Et juste c'est à ce moment-là que le vaccin contre la coqueluche est introduit. Donc évidemment, c'est le vaccin contre la coqueluche qui a réussi à faire Non, mais les autorités vous font partir les courbes à partir de ce vaccin. Oui, bien entendu. Alors, de la même façon, vous avez les taux de mortalité. La mortalité de la coqueluche est aussi intéressant. Oui, parce que la mortalité avait disparu. La mortalité par coqueluche avait quasiment disparu en France avant la vaccination. Alors, je reprends les courbes. Vous avez le taux de mortalité par rougeole, également 14 décès pour 100 000 personnes aux États-Unis en 1920. Et ça, en 1964, eh bien, c'est de l'ordre de 0,1, c'est-à-dire c'est un décès par million, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins. Et c'est juste à ce moment-là que le vaccin contre la rougeole est interdit. Non, en France, il est arrivé entre 75 et 78. Oui, je parle aux États-Unis. Oui, là, aux États-Uunis, ils sont toujours. Et de la même façon, vous avez la mortalité par tuberculose aux États-Unis où il n'y a pas de vaccination. Oui. Alors, c'est passé de 200 pour 100 000 à 0, à 2 ou 3 pour... C'est-à-dire moins que chez nous. 2 ou 3 pour 100 000, moins que chez nous, sans aucune vaccination. Alors donc, ces chiffres, mais vous en avez d'autres. Oh, il y en a une centaine. Oui, mais moi j'ai surtout les chiffres pour la France. Que Rader a beaucoup travaillé à l'étranger. Sur la France, on a exactement les chiffres de si la mortalité a disparu avant les vaccinations. Alors, quasiment disparu. C'est pas tout à fait vrai. Il y a un cas de temps en temps qu'on nous montre en épingle sur toutes les radios. Et ce cas, je veux pas rentrer dans les polémiques actuelles sur, en particulier, l'arrivée de migrants. Bon, alors ces migrants c'est souvent eux qui apportent les cas de tuberculose. La tuberculose, mais c'est surtout des maladies parasitaires. Il y a toutes sortes de maladies légales, notamment, on en a parlé récemment. Et lorsqu'il y a des décès, ils sont tellement costauds que les maladies contagieuses, c'est pas eux qui les apportent. Mais lorsqu'il y a des décès, il serait bon d'avoir véritablement l'histoire médicale de ces décès. Alors mais pour revenir sur la poliomyélite qui a été un fléau dans les années 50. Eh bien, dans les années 50, la disparition presque de la poliomyélite est essentiellement due au fait que les eaux ont été mieux traitées parce que c'est essentiellement les eaux usées qui entraînaient la diffusion du virus de la poliomyélite. Mais il faut savoir que l'introduction de la vaccination a introduit une pandémie parce que comme les vaccins étaient construits sur le cerveau du singe vert et en particulier il y a un virus qui a été introduit accidentellement dans la vaccination et qui a contaminé des millions d'Américains. Des dizaines de millions d'Américains. Il faut dire ce virus n'est pas très virulent, si j'ose dire. On le retrouve quand même dans certains cancers. Mais justement, il entraîne le cancer chez un certain nombre de patients. Donc, si vous voulez, ce virus a causé d'une part la maladie virale correspondante et d'autre part une espèce d'épidémie de cancer aux États-Unis. Alors, ceci littéralement nous amène à la question que nous voulions aborder, c'est-à-dire la composition des vaccins. Parce que prenez l'exemple du BCG. Eh bien, le BCG est un bacille vivant. Et ce bacille vivant protège contre un bacille plus dangereux, qui est celui de la tuberculose, mais il entraîne lui-même parfois de la BCG, qui est une maladie très sérieuse. Et des bronchopneumopathies. Donc le problème est dans la composition des vaccins. Nous avons en début d'émission, je répète que nous sommes sur Radio Courtoisie, nous recevons Monsieur Rader et le docteur Delépine pour en parler des vaccins et de tout ce qui s'y rattache. Eh bien, c'est intéressant maintenant de parler
des adjuvants et d'autre part de tout le reste. Parce que le vaccin, on a tendance à croire que c'est uniquement un produit actif destiné à entraîner une réaction immunitaire contre tel ou tel virus ou tel bacille. Alors attention, le fait que ça entraîne une réaction immunitaire ne veut pas dire que ça protège non plus. C'est-à-dire que ça, c'est une question qui est souvent passée sous silence, mais je ne sais pas si on aura le temps de l'aborder, parce que entre le fait qu'il y a une réaction visible, c'est-à-dire le vaccin a provoqué une réaction de l'organisme, et que cette réaction visible entraîne une protection contre la maladie, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais Serge Rader. Oui, non, moi je voudrais signaler, parce que les pharmaciens, et j'étais en exercice à l'époque, on avait vraiment des gros stocks d'un vaccin qui était le plus vendu à l'époque, c'était le vaccin Sabin, oral Sabin, qui était un vaccin à virus entre guillemets vivant, même s'il était atténué, et il a été retiré de nos frigos en 95. Nous avons été mis devant le fait accompli sans explication. Et on s'aperçoit, avec le recul et en allant chercher l'information, qu'on l'a retiré parce que c'était le dernier fournisseur de paralysie flasque aiguë qui était la cousine de la poliomyélite. D'ailleurs, si vous allez en Italie, dans cette belle ville de Vérone, vous avez dans un jardin public un panneau de 2 enfants, 2 frères, qui à 4-5 ans d'intervalle sont morts des suites, et le 3e est dans un fauteuil d'assistant respiratoire, suite à ce vaccin polio Sabin. Alors, le vaccin Sabin est un vaccin extrêmement dangereux qui a été retiré. Il est toujours pratiqué en Afrique, etc. Oui, mais attendez, là c'est encore un autre problème, parce que il se trouve que dans des continents comme l'Afrique, eh bien c'est très commode pour certains groupes pharmaceutiques pour écouler leurs mauvais produits. Ils s'en privent pas d'ailleurs. Mais pour revenir à notre situation franco-française ou européenne, eh bien, le vaccin Sabin qui était utilisé contre la poliomyélite a provoqué des effets secondaires gravissimes, parce que c'est un vaccin vivant. Alors, Serge Rader. Oui, mais bon, si on attaque dans la composition des vaccins, il y a aujourd'hui, les études se multiplient de par le monde, parce qu'on dit que c'est franco-français, c'est la désinformation permanente. Moi, je voudrais quand même signaler, parce que c'est un des facteurs des effets secondaires, la présence de l'aluminium dans de nombreux vaccins, notamment, à part le ROR, dans toute la série des 11 vaccins proposés à la... Alors, je n'ai pas eu l'occasion de regarder ces 11 vaccins. Je vais vous donner brièvement... Attendez, rappelons pour les auditeurs qu'aujourd'hui, les 3 vaccins obligatoires sont la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Et en fait, le vaccin diphtérie, tétanos, poliomyélite, DTP, n'est actuellement pas disponible en tant que tel, c'est-à-dire que les fabricants leur ajoutent d'autres, ce qu'ils appellent des valences, et c'est l'objet de polémiques. Nous reviendrons sur ces polémiques qui sont plus que des polémiques, parce que il faut dire aussi qu'il y a un problème juridique. Si, par exemple, imaginons, vous êtes un parent et vous faites vacciner votre petit enfant parce que vous y êtes forcé par le médecin et vous n'êtes pas au courant du fait que c'est dangereux. Ce petit enfant tombe gravement malade. Et vous dites c'est la faute au vaccin. Eh bien, si c'est un vaccin qui comprend davantage de protection que les 3 obligatoires, eh bien, il est tout à fait possible, selon les pouvoirs publics, que la maladie ou l'effet secondaire proviennent des autres. Non, mais c'est ce qui est fabuleux. Et ces autres ne sont pas obligatoires. Donc, on va vous dire, de toute façon, c'est votre faute parce que vous avez fait faire un vaccin qui n'était pas obligatoire. Et en réalité, alors les parents disent... C'est pour l'hépatite. Oui, mais les parents disent, mais écoutez, on n'a pas eu le choix parce que le DTP n'était pas disponible. Et là, par exemple, vous avez eu des condamnations de parents qui disaient, je ne veux pas vacciner mon enfant pour un produit qui n'est pas disponible. Enfin bon, on en a parlé, mais c'est quand même quelque chose d'effrayant, c'est que il n'y a plus de garantie de l'État qu'il y ait, si vous voulez, sa responsabilité soit engagée pour des vaccins qui ne sont pas obligatoires. Et alors, 8 autres vaccins qui vont, selon la ministre Madame Buzyn, devenir obligatoires en plus de ces 3-là.
C'est les vaccins contre la coqueluche, l'hépatite B, l'hémophilus influenza, le pneumocoque, le méningocoque C, les virus de la rougeole, des oreillons, de la rubéole. Excusez du peu, mais c'est quand même monstrueux de faire tous ces vaccins en rafale à des enfants de moins de 2 ans. C'est monstrueux. Non, je rappelle que pour le vaccin sur l'hépatite B, parce que là on a quand même un retour sur investissement, on peut dire. L'hépatite B, rappelons que ça se transmet uniquement par le sang et les rapports sexuels. Donc un enfant de 2 ans a quand même peu de risques, à moins qu'il ait besoin de transfusion. Oui, à 2 mois, oui. Il a peu de risques quand même d'être exposé au virus de l'hépatite B. Alors on nous a fait une campagne de promotion mensongère en prétendant, faite par le ministre, par le ministre, en disant que ça allait protéger en particulier contre le cancer du foie. Il y a beaucoup d'hépatologues qui avaient de gros conflits d'intérêts avec le laboratoire. Ça bouge pas. Dit on va pouvoir diminuer le cancer du foie. On a le recul maintenant. Oui. Eh bien, le cancer du foie, il a augmenté de 20%. Eh ben voilà. La fréquence du cancer du foie, d'après les statistiques officielles, a augmenté de 20% depuis la vaccination généralisée. Or, dans cette même période, la consommation d'alcool a diminué. Alors, on sait que le cancer du foie a 2 causes. L'hépatite, un petit peu, presque rien, et beaucoup l'alcool. L'alcool a diminué et la fréquence du cancer du foie a augmenté. Donc tout se passe comme si la vaccination augmentait le nombre de cancers au lieu de les diminuer. Mais je ne dirais pas cela. Mais en tout cas, il est certain que c'est un échec complet d'avoir vendu ce vaccin en disant que ça allait protéger du cancer, et on a refait la même chose avec les gardasil. Il faut dire les choses, n'est-ce pas? On n'est plus, on est entre adultes. Le vaccin contre l'hépatite B, c'est essentiellement pour les homosexuels ayant des rapports dangereux, et je dirais que les toxicomanes, et le fait de vouloir traiter les enfants de moins d'1 an comme des homosexuels ou des toxicomanes, c'est quand même un peu qu'il faudra revacciner lorsqu'ils seront en âge d'avoir des relations je veux dire par là, c'est n'importe quoi. Alors, je vous pose une question directe, monsieur Rader, parce que, si vous voulez, je n'ai pas eu le temps sérieusement de regarder dans le détail les nouveaux vaccins que l'on veut rendre obligatoires. Lesquels d'entre eux contiennent de l'aluminium? Eh bien, à part tous sauf le ROR. Et alors à des doses colossales. Je les ai mesurées puisque ça fait 10 injections entre 2 mois et 12 mois. C'est-à-dire qu'en 10 mois, les enfants prennent 10 injections parce qu'il y a les rappels. Je peux le signaler aux auditeurs, parce qu'il faut qu'ils fassent attention. Vous savez que l'association à 2, 4 et 11 mois de l'hexavalent avec le Prevnar multiplie par 3,7 les effets neurologiques. Ça a été étudié par la pharmacovigilance italienne. Et il y a des cas d'autisme, puisque un procès qui a eu lieu à Milan, le juge s'est servi de ce document confidentiel de 1271 pages qui relate 5 cas d'autisme qui sont absents du dossier d'AMM d'autorisation de mise sur le marché. J'ai signalé le fait à Madame Buzyn, présidente de la HAS, pour dire mais le dossier d'AMM n'a toujours pas été rectifié. Or, le procès remonte à septembre 2014. Comment se fait-il que ces cas d'autisme ne soient toujours pas reportés, donc, les doses d'alu, c'est clair. Moi, je les ai mesurées. Sur ces 10 injections, on est à 3,835 mg d'aluminium trionisé, ce qui correspond à 10 mg 8 de sel d'aluminium, alors ou du phosphate ou pire. C'est énorme. C'est énorme. Surtout que je vais vous donner les doses tolérées dans les solutés à perfusion. Dans un soluté à perfusion par litre, ça ne doit pas dépasser 25 microgrammes. Là, rien que dans la double vaccination hexavalent Prevnar, nous sommes à 945 microgrammes dans un demi-cc, 2 fois un demi-cc, puisqu'il y a 2 injections. Là, c'est plus concentré. Ah non, mais c'est fabuleux. On est à 38 fois la dose tolérée dans un litre. Et par rapport à l'eau du robinet, puisque l'équipe INSERM de Bordeaux du professeur Dartig a démontré la norme pour le sel d'aluminium dans l'eau. À Paris, nous sommes exempts puisqu'on utilise le fer pour décanter les eaux. Mais et en France, 16 millions de Français boivent de l'eau aluminée. Et 4 millions à des doses qui dépassent les normes, qui sont fixées à 0,2 mg par litre. Mais Dartig a prouvé, et appuyé par les professeurs Picon et Berthaud, qu'à partir de 0,1 mg, c'est-à-dire 100 microgrammes, je dis bien, eh bien, on doublait l'Alzheimer. Oui, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est
mesures, surtout pour les jeunes enfants, vont créer une cohorte d'Alzheimer. Mais attendez, précoce. dans les solutés à perfuser, mais quels sont le nombre de pédiatres qui piquent directement dans un capillaire? Je les ai vus faire devant moi. Une fois sur 4, on pique dans un capillaire et on injecte, au lieu de repiquer, etc. Donc on est dans le vasculaire, qui est une contre-indication à l'injection du vaccin. On ne doit pas piquer directement dans la circulation. C'est ahurissant. Donc vous voyez ces doses énormes d'aluminium, Oui, mais alors, il n'y a pas que l'aluminium. Je précise aussi qu'une des mesures préconisées par le ministre de la Santé, c'est qu'on laisse le soin, disons, à des personnes qui n'ont pas de formation médicale d'injecter les vaccins. Mais ils connaissent pas les doses, allez demander tout ça aux médecins et tout, ils n'ont pas la formation. Oui. L'information, elle vient des laboratoires. Les laboratoires qui ont comme relais d'opinion par rapport aux médecins, tous ces professeurs dont la carrière dépend, et le politique n'y connaît rien. Donc vous voyez, on est dans un système... La campagne du politique est payée en partie et la par campagne, les laboratoires. bien sûr. D'ailleurs, là, je me demande à quelle vitesse. Il y a eu probablement un renvoi d'ascenseur sur Sanofi, notre laboratoire national. Mais hormis l'aluminium, C'est-à-dire que, si vous voulez, faisons très attention à ce que nous disons, on n'a absolument aucune preuve de non, quoi que ce soit, mais simplement, mais dans le milieu... Non, simplement, il faut constater qu'il y a une coïncidence. Oui, alors, il y a beaucoup de chronologiques. Comme les effets secondaires des vaccins, il y a beaucoup de coïncidences. Une coïncidence, alors ce sont des coïncidences. Voilà, tout ce sont des coïncidences. Tout esprit, disons, pervers, itérer une relation de cause à effet. Mais la coïncidence, c'est quoi? C'est que vous avez des gens qui reçoivent des doses massives d'aluminium et qui développent en quantité des troubles neurologiques. Alors ça c'est plus ou moins démontré. Mais maintenant, le fait qu'il y ait ça dans les vaccins, ça veut dire que avec le recul, les vaccins qui ont des adjuvants aluminiques, eh bien, sont associés à une élévation notable des troubles alzheimériens, par exemple. Eh bien, c'est aussi une relation. La faute a pas de chance. Personne ne veut chercher. Le fait que vous ayez un ministre qui ait travaillé longuement en liaison avec l'industrie pharmaceutique et qui veuille, disons, imposer des vaccins que nous considérons comme inutiles sous la pression, en association avec 200 médecins qui sont, comme par hasard, des obligés de l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre la liste de ces médecins et regarder quels sont leurs... je peux vous les citer. Tous les labos de vaccins sont là. Ils sont les 4 que j'ai cités tout à l'heure. MSD, Merck États-Unis, Pfizer, Glaxo, Sanofi, et puis, vous voyez, les 6 signataires de la Tribune du Monde, ils sont tous, mais alors, des conflits d'intérêts avec tous ces laboratoires. Alors je rappelle, je m'excuse à ce propos, et vous avez parfaitement raison de le rappeler, je rappelle que la loi française oblige théoriquement tout médecin qui s'exprime en public ou qui fait une pétition, c'est s'exprimer en public au plus haut niveau, à préciser ses liens d'intérêt. Et les journaux en sont théoriquement responsables. Donc il est tout à fait aberrant que Le Monde ait oublié de demander à ces personnes qui s'expriment leurs liens d'intérêt, qu'ils ne les aient pas publiés à côté. Et on peut se demander dans quelle mesure Le Monde ne tombe pas sous le coup de la loi comme complicité de dissimulation de liens d'intérêt. À tout cela, mon cher. Je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra vraiment passer en correctionnel tous ces gens-là. Je pense. Puisque le professeur Aubier hier a été condamné, puisqu'il a nié ses liens d'intérêt avec Total. Dans l'enquête sénatoriale sur la pollution de l'air. Je pense que la responsabilité des médias doit être aussi recherchée. Ça me paraît tout à fait inadmissible. Et puis Even est d'accord avec moi sur le sujet. Nous avons des experts indépendants en France qui n'ont pas droit à la parole parce qu'ils empêchent le système de fonctionner et il ne fonctionne que les gens qui sont en relation. C'est inadmissible au niveau démocratique. Pour continuer le sujet sur l'aluminium. Je rappelle aussi qu'il y a une pétition contre l'obligation vaccinale. Il y en a plein, là. Qui a récolté plus d'1 million de personnes du professeur Joyeux. Le professeur Joyeux, il a 1,16 million, mais c'était parce que l'absence pour rétablir le Oui, non, c'est pour empêcher. Mais là, il y a 700 000 contre l'obligation. Il vient de l'annoncer il y a 5 jours, elle est à 700 000 signatures déjà. Oui, alors si vous voulez, il faut quand même pas prendre les Français pour des gens complètement idiots. Par contre, ce que je dis, et je m'excuse, je parle en présence d'un médecin, je trouve que beaucoup de médecins vis-à-vis des vaccins font pas preuve de beaucoup d'esprit critique. D'une part, c'est ce que disait Monsieur Even, ignorance et corruption.
La plupart des médecins sont ignorants. Crédulité. Ils croient à ce qu'on leur a enseigné. Et ceux qui leur ont enseigné, souvent, étaient leurs professeurs extrêmement liés au laboratoire fabriquant le vaccin. Donc la majorité des médecins de base sont crédules. Et ils ont été déformés, non pas informés, mais déformés. Et puis il y a aussi la corruption. C'est du par cœur. Parlons des pédiatres. Vous verrez que dans toutes ces choses qui défendent les vaccins, c'est les pédiatres qui montent toujours au créneau en premier. Je rappelle qu'il y a Enfin, ils sont pas mal formatés. Hein. Ah oui, ils sont totalement formatés, donc eux aussi ils sont crédules. Mais le tiers des ressources des pédiatres en ville dépend directement de la vaccination. Absolument. Cela fait partie, ça a été établi par un rapport du Sénat de 2012. Le tiers quelle personne logique se couperait la branche sur laquelle il est assis. Absolument. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire que les pédiatres ayant le tiers de leurs revenus par la vaccination vont être en faveur de la vaccination. Je pense que c'est un penchant naturel de l'homme. Un penchant naturel, mais ça aussi c'est un peu quelque chose qui est une coïncidence. Enfin, c'est un fait établi par un rapport sénatorial de 2012 qui est quand même récent. Moi, je voudrais citer une émission précédente sur les vaccins, parce que nous avons abordé ce problème plusieurs fois dans cette radio. Alors, ce n'est pas une question de manie, c'est que vraiment, c'est un problème grave de santé publique. Et j'ai eu un message d'auditeur, parce que l'émission avait lieu en direct, et cet auditeur m'a dit, voilà, je suis médecin, ma femme est médecin. Mon père était médecin, mon oncle est médecin, nous sommes médecins dans toute la famille. Et nous avons ensemble, de mon côté, une ribambelle d'enfants. Ils ont tous des carnets de vaccination complets, mais aucun n'a été vacciné. Alors, ça veut dire que simplement, il faut dire aux personnes, attention, c'est dangereux parce que vous pouvez être poursuivi si vous par exemple, si vous avez un carnet de vaccination qui est bidouillé en quelque sorte, et c'est même le point est même très précis puisque l'ancien ministre de la Santé, Madame Touraine, avait prévu de fabriquer un carnet de vaccination infalsifiable pour obliger, pour éviter. Ça y est, c'est dans les tuyaux. Oui, pour éviter... Et Madame Sigrist, on a même créé une chaire de vaccinologie à Genève pour répondre aux besoins du calendrier. Oui, alors c'est complètement financé par les big par les labos. Ouais, oui, mais alors cette chose est complètement hallucinante. C'est-à-dire, on n'est plus dans un pays de liberté, on est dans une dictature farouche. Parce que moi, je vais vous dire, le fait de créer un système qui empoisonne vos enfants de façon construite et organisé simplement pour augmenter les bénéfices de certains fabricants, c'est quelque chose qui me paraît véritablement... c'est monstrueux, c'est absolument monstrueux. Voilà ce qu'ils déclarent, les 200. Hein. L'impact financier important pour l'industrie, donc il faut que le chiffre d'affaires ne baisse pas, hein, alors qu'il a été multiplié par 7 ces 10 dernières années, et qu'il doit multiplier par 2 d'ici à 2025. Hein. Et qu'on n'a pas de médicaments, de percée médicamenteuse fantastique les 10 dernières années. Est-ce qu'on peut continuer là, parce que c'est vraiment très important pour nos auditeurs. Vous parlez de la composition. La composition. Alors, hormis les excipients qu'on a cités, le formol qui est cancérigène, divers excipients, le phénoxyéthanol, les sels de mercure, et puis les Twin 80 qui aident les toxiques à traverser la barrière et qui sont des perturbateurs, la barrière méningée, et qui sont des perturbateurs endocriniens. Bon, tout ça bien sûr en mélange. Alors je compte pas la kanamycine, les antibiotiques divers, la néomycine, hein, qui ne doit jamais être injecté, même sous forme de traces. Je voudrais quand même signaler, j'ai reçu une analyse de 16 vaccins courants d'un laboratoire allemand, parce que maintenant, pour avoir un peu de vérité, il faut sortir de France. Eh bien, 16 vaccins courants allemands, c'est écrit très petit, il me faudrait presque une loupe pour le lire, mais ils renferment tous des traces de mercure. Vous savez que le mercure est nécessaire dans le process de fabrication. Oui, c'est pour la conservation, je crois. Non, c'est pour que les cuves de fermentation, enfin de fabrication des vaccins, ne soient pas contaminées, parce que ça coûte cher. Oui. Et donc, on met des dérivés mercuriels, et il reste en bout de course, en bout de chaîne, avant la mise en flacon, des traces d'aluminium qui ne sont pas éliminées, mais qui ne sont pas dans le dossier, dans la biblio du vaccin. Donc personne ne sait qu'il y a du mercure dedans. On le découvre en analysant a posteriori. Tous, mais non, en cherchant, en allant gratter à droite à gauche, parce que ce sont des renseignements plutôt confidentiels. Mais j'ai reçu une autre analyse d'un vaccin anti-grippe de cette saison, là, 2016-2017, qui me parvient du Canada.
Ou un vaccin, je vais taire le nom et tout parce que là on en a dit quand même pas mal ce matin, mais ce vaccin, donc un demi-cc de vaccin, renferme 51 parties par million de mercure. 51 parties par million de mercure. D'accord ? Vous savez, la tolérance dans un litre d'eau du robinet, elle est de 2 parties par milliard par litre. Oui. 2 parties par milliard par litre. Et là, dans un demi-cc, on en a 51 parties par million. Voilà. Oui, bon, ça laisse rêveur, d'autant plus que vous savez que le mercure est le métal le plus toxique qui soit, qu'il perturbe les MPP intestinaux, c'est-à-dire ces protéases qui ont l'équilibre au niveau de la paroi de collagène de l'intestin, et ça perturbe la structure et ça crée des tunnels. D'où des molécules qui, en principe, devraient être éliminées, les grosses molécules protéiques éliminées, comme le gluten, etc., éliminées dans les fesses, eh bien, ne sont plus éliminées, ont la capacité de passer à travers la barrière intestinale et de provoquer toutes les allergies que l'on connaît. Donc c'est vraiment un chapitre très important, la présence d'aluminium. Et enfin, le troisième sujet, c'est la présence de nanoparticules. Voilà une étude qui a été publiée par mes amis italiens Montana et Gatti, un des experts, des 30 experts mondiales. Ils ont publié dans l'International Journal of Vaccine and Vaccination. Les gens pourraient les retrouver sur medcraveonline.com. Et voilà ce qu'on trouve dans les vaccins, c'est-à-dire avec leur spectre EDS. Voilà ce qu'on trouve, toutes les nanoparticules dans les vaccins. Alors j'aimerais dire un mot de ces nanoparticules qui sont de l'ordre de 20 à 80 microns, très petites, très pénétrantes et rémanentes puisque non biodégradables. Et donc elles attaquent, elles se disséminent dans le corps. Et elles attaquent tous les organes. Alors le foie, le rein, le cœur. Et quand ça monte au cerveau, on décrit toutes les maladies neurologiques. J'aimerais le souligner parce que ces nanoparticules, on en parle beaucoup, notamment avec la pollution parisienne. Où vous voyez, on interdit. Et ce sont les nanoparticules liées au gaz d'échappement que mon ami directeur de recherche, professeur Fatih Moussa, à Orsay, a bien décrit dans les poumons, dans les biopsies de 69 enfants asthmatiques, tous asthmatiques, qui sont bourrés de nanotubes de carbone issus de la pollution par les gaz d'échappement des voitures. Mais pas seulement, puisque vous avez une affaire de plus de 600 plaintes déposées actuellement à Clermont-Ferrand, concernant les effets secondaires du méningitec, et où l'ANSM a balayé d'un revers de main la toxicité de ces produits, elle l'a analysé après minéralisation. Effectivement, il y a des traces de métaux lourds dans ces vaccins, mais à des doses infinitésimales non toxiques. Mais moi, je ne parle pas de métaux à l'état libre, je parle de nanoparticules. Et ces nanoparticules n'ont rien à voir avec les métaux à l'état libre. Eh bien, savez-vous qu'une directrice de laboratoire de biorecherche d'Ivry, et je vais même citer son nom parce qu'elle était membre de la commission qui a dit en février l'année dernière circuler, il n'y a rien à voir, c'est madame Sophie Lannon, qui a sorti une étude au mois de novembre impliquant les nanoparticules de manganèse, de fer et de chrome dans la BPCO, la bronchopneumopathie chronique, des ouvriers soudeurs. Donc, oui. Et elle a reproduit le schéma en laboratoire, elle a déposé sur 2 lots de rats, un lot à 5 microgrammes et un lot à 50 microgrammes, de 2 substances, la grimaldite et la jacobside, qui renferment ces nanoparticules. Donc, un dépôt par semaine pendant 3 mois. Et elle a obtenu chez ces rats le doublement de l'épithélium bronchique à la dose de 5 microgrammes et le quadruplement de l'épithélium bronchique à la dose de 50 microgrammes. Et elle conclut qu'elles sont toxiques. Alors, dans la commission circulaire, il n'y a rien à voir. Et là, elle sort une étude qui prouve la toxicité dans les fibroses pulmonaires, dans les hypertensions, dans les embolies pulmonaires, alors, etc. Gros, donc c'est plus possible, quoi. Ce sont des toutes petites particules qui sont pas biodégradables, qui vont s'accumuler dans l'organisme, provoquant des tas de pathologies. Absolument. Et ces nanoparticules sont présentes dans les... mais toute la classification, nous avons analysé 32 vaccins, tous renferment des nanoparticules métalliques toxiques. Nous avons analysé un vaccin
qui s'appelle le Féligène pour les chats. Hein, et là, comme par hasard, il n'y a pas de nanoparticules. Pourquoi est-ce que les chats c'est la question qu'on pose et qui reste sans réponse depuis 12 ans. Eh bien, j'ai apporté 5 vaccins à la faculté de Paris Diderot, dans un service de microscopie électronique. On m'avait promis de m'en analyser au moins 2, parce que je voulais prouver, parce que je voulais en avoir d'autres, parce que ça coûte cher. Hein. Une analyse en milieu fluide des nanoparticules, c'est au bas mot 1800 € de coût. Si bien que j'ai posé même la question à l'ordre des pharmaciens, et je leur ai demandé, j'ai pris un rendez-vous l'année dernière qui m'a jamais été concédé, pour voir si la profession qui joue son rôle de santé publique, moi j'ai prêté serment au sortir de la fac de servir la santé publique et d'informer les gens comme il se doit, et j'ai demandé 1 € par pharmacie pour aller analyser les 12 vaccins, pour avoir des contre-expertises de façon... Eh bien, ça m'a été refusé. Donc voilà dans quel système nous naviguons. Nous avons des produits qui posent des problèmes et personne ne va voir parce que c'est explosif. Romain Gérardi pour l'aluminium a eu exactement le même problème. Romain Gérardi, donc un professeur comme mon professeur de Créteil, qui on lui coupe les crédits, c'est-à-dire qu'on lui dit il n'y a pas d'argent pour étudier un risque de toxicité de l'aluminium. Voilà. Mais on a de l'argent pour faire une publicité. Analysé aux États-Unis. Aujourd'hui, ça tombe. Il y a je vais citer en particulier l'académicien ancien ministre Claude Allègre, qui il y a quelques années déclarait que l'amiante aux doses dans lesquelles on trouvait dans des bâtiments comme Jussieu, etc., était sans aucun danger, que c'était exagéré, etc. Et bien entendu, il y a eu quand même un certain nombre de cas de cancer de l'épithélium, qui sont dus à l'amiante. On pense qu'il y aura 100 000 morts à cause de l'amiante en France. Je parle à Jussieu. Il y a eu un certain nombre de cas. Oui, bien sûr, il y a même des procès. Qui ont respiré les poussières d'amiante. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez des personnes qui possèdent qui ont autorité, qui disent ce genre de choses, pour moi, ce sont des personnes qui mériteraient d'être condamnées très sévèrement. Mais je vais prendre un autre exemple, qui est le professeur Jean-François Bach, qui a été président de l'Académie des sciences et qui est disons un biologiste très éminent. Et dernièrement, il avait fait une communication prétendant que les sels d'aluminium au niveau présent dans les vaccins était rigoureusement sans danger. Alors cette chose 38 fois la dose. Oui, mais cette chose me paraît quand même assez monstrueuse parce que si vous voulez, en fait, vous avez des gens qui disent, vous savez, ça se verra pas, ça concerne très peu de gens et ainsi de suite. Alors bon, à la fin, vous avez des personnes qui disent, oui, il y en a très peu, le vaccin, peut-être. L'Académie vous dit qu'il n'y en a pas plus de 0,95. Oui. Et bien là, je vous montre qu'il y en a 0,980. Ce sont des opinions lancées comme ça au pifomètre. Ces opinions qui sont lancées, on se demande si vraiment elles sont posées avec sérieux. En ce qui concerne Allègre, elles viennent du service de communication des laboratoires. En ce qui concerne Allègre, c'est un homme qui est quand même, il est éminent. Il est à la fois membre de l'Académie des sciences, il est membre de la National Academy of Science des USA. Enfin, c'est quelqu'un qui est un homme très éminent sur le plan scientifique. Eh bien, on a quand même découvert qu'il y avait un conflit d'intérêts majeur avec l'industrie de l'amiante, puisqu'il avait été payé assez grassement par eux à l'époque où il était bon de faire des déclarations pro-amiante. Alors, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet entre ces déclarations que c'est sans danger et le fait qu'il ait été rémunéré par la dite industrie? Je ne peux pas le savoir. Je pense que si le gouvernement actuel voulait rétablir la confiance, il faudrait enfin qu'il impose la publication des liens d'intérêt de tous les gens qui s'expriment d'une part, au moins que tous les liens d'intérêt soient connus, puisque ces grands spécialistes sont confortés dans leurs compétences par l'industrie. Ils devraient faire état de ces liens, en disant, voyez comme je suis compétent, regardez tous mes liens d'intérêt. Or, toutes nos politiques consistent à les cacher. Et là, Marisol Touraine a été directement coupable et responsable et coupable dans cette affaire. Je pense que les politiques ont eux-mêmes des liens d'intérêt qu'on découvre de temps en temps à la lecture du Canard enchaîné ou d'autres. Quand ça arrange certains autres. Par exemple, des réseaux sociaux qui en parlent. Mais c'est quand même quelque chose qui est très gênant parce qu'on est dans un système de corruption généralisée. Alors que quelqu'un
se fasse corrompre pour prescrire telle ou telle chose, c'est grave, mais le problème, en ce qui concerne les enfants, c'est encore plus grave, si vous voulez, parce qu'on est en train d'empoisonner toute une génération. Et je pense, pour les mesures qui sont présentées comme novatrices, comme protectrices de la santé par le gouvernement actuel, il importe qu'il y ait une réaction très forte. Nous ne voulons pas de ça. D'ailleurs, à ce propos, samedi, il y a une grande manifestation devant le ministère de la Santé, organisée vraiment in extremis à la va-vite en 15 jours de temps. Donc samedi matin, à 10h, devant le ministère de la Santé, pour s'opposer à cette... Donnez les dates, parce que malheureusement, cette émission ne sera pas diffusée à temps. Bon. Alors, nous sommes aujourd'hui on est le 6 juillet. 6 juillet. C'est après-demain. Donc, c'est 7, 8, 9. Mais il y a une très grande réunion, c'est pour faire écho à la grande réunion italienne de Pesaro. Donc, vous annoncez une manifestation qui a lieu le 9 juillet 2017, alors que cette émission sera sans doute diffusée soit fin juillet, soit en septembre. Ouais, dommage. Et je dirais que c'est un peu l'inconvénient de ne pas la faire en direct. Mais il va y avoir une grande révolution à la rentrée. Mais je dirais que franchement, d'abord, je fais cette émission avec vous un peu en urgence, juste avant le congé d'été, pour pouvoir la diffuser au moment où ça sera le plus opportun. Il faut savoir que mon journal des sciences et des techniques n'est diffusé que toutes les 4 semaines. Et donc, je suis tenu par cette espèce de rythme de publication. Alors, nous parlerons tout à l'heure des dates à laquelle ce livre-journal sera diffusé, mais je pense que le combat n'est pas un combat instantané. Je pense qu'il importe que cette obligation vaccinale se transforme en une vaccination facultative. Et c'est là-dessus, il y a véritablement des très gros intérêts à combattre. Il y a d'une part l'intérêt des laboratoires, l'intérêt peut-être des pédiatres en tant que corporation, mais je vous assure, par exemple, j'ai eu l'occasion moi-même d'être enseignant, professeur à l'université Columbia à New York, et c'était durant l'année 1989. Et là, j'ai fait venir mes 4 enfants, et avec une couverture médicale totale, moi, mon épouse et les 4 enfants. Et à ma grande surprise, les coûts de sécurité sociale américaine, il faut savoir qu'un médecin aux États-Unis est payé beaucoup plus qu'un médecin en France, c'est-à-dire c'est typiquement $150 la consultation, alors que c'est 22 ou 23 euros en France. 25 maintenant. 25, je retarde. Mais là-dessus, je me suis dit, c'est pas possible, et en fait, ça coûtait du style 5 fois moins cher que ce que je payais en France pour la même couverture. Alors, il faut dire qu'à l'époque, eh bien, je connaissais une personne qui était chef de cabinet du Premier ministre, c'est Monsieur Naouri, qui, en même temps, est devenu célèbre parce qu'il est passé dans l'industrie et il possède la chaîne de supermarchés, je crois que c'est Casino. Enfin bon, c'est un homme qui a plus d'une corde à son arc, et je le connaissais de l'école normale supérieure. Alors, je lui ai fait passer un message en disant, c'est extraordinaire, aux États-Unis, ils ont une assurance maladie qui coûte beaucoup moins cher qu'en France, et la clé du problème, c'était qu'il y avait une franchise. C'est un peu comme dans l'assurance automobile, vous aviez une franchise de 1 000 € par an. Donc tout ce qui était inférieur à 1 000 €, c'était à votre charge, et dès que ça passait 1 000 €, c'était pris à 100%. Bon, alors c'est un choix, c'est-à-dire que pratiquement, sachant que consultation, c'est le généraliste aux États-Unis, ça vaut 150 €, vous prenez 6 consultations à votre charge et la 7e, elle est remboursée à 100%. Très bien. Et c'est surtout intéressant, vous me direz, pour des gens qui sont jeunes et en bonne santé. Eh bien, j'ai dit, ben voilà, c'est un système, c'est qu'on n'a qu'à faire comme dans l'assurance automobile. Avec, vous pouvez assurer votre véhicule à 100%, mais ça vous coûtera beaucoup plus cher que si vous prenez une franchise. Et la réponse qui m'a été faite à l'époque, c'est on sait très bien tout ça, sous-entendu, j'étais arrivé. Mais les gens qui s'opposent à un système de franchise, ce sont les médecins eux-mêmes. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait, les organismes médicaux étaient
selon Monsieur Naouri, hostile à ça. Alors bon, moi je me suis dit bien, effectivement, dans un système complexe, les intérêts catégoriels des différentes catégories parfois rentrent en opposition avec cela. Alors je dirais que sur cette question de vaccin, il ne faut pas tomber dans le débat, oui, mais ça déplaît, par exemple, aux pédiatres, ça déplaît à un tel ou à tel. Je pense qu'il y a un problème très grave pour la santé des jeunes enfants. On ne peut pas donner 11 vaccinations à moins d'un an sans compter les rappels. Vous êtes d'accord, monsieur Radet? Complètement. C'est bien pour ça qu'il faut que les gens se remuent, parce que les gens ne sont pas informés, et il faut qu'ils aillent chercher l'information. Parce que il est clair, en plus, cette obligation vaccinale est en contradiction avec tous les textes qui régissent nos droits. Donc cette obligation, pour moi, elle est illégitime et inconstitutionnelle, car elle viole les droits de la personne humaine. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 48, article 3. Tout individu a droit à la vie, la liberté et la sûreté de sa personne. D'accord ? Elle est contraire au nouveau code civil qui reconnaît le principe du respect à l'intégrité du corps humain. Elle est, et je rappelle à ce titre le décret signé par François Hollande en 2012, du 5 juillet 2012, le décret 855 paru au journal officiel numéro 157 du 7 juillet, en page 111-38, texte numéro 5, portant publication de la Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine. Donc chacun peut accepter ou refuser un acte médical, et la vaccination est un acte médical. C'est pour ça que je m'insurge aussi contre la possibilité qui est donnée aux pharmaciens de vacciner. Le pharmacien, il n'est pas là pour faire des actes médicaux. Donc, en chapitre 2, c'est le consentement. Donc, une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne doit recevoir une info adéquate sur le but et la nature de l'intervention, sur ses conséquences et sur ses risques, et à tout moment, il peut se retirer du consentement. Actuellement, ce n'est pas fait. Toute l'information est faite par les laboratoires pharmaceutiques, par personne interposée. Elle est contraire à l'article 36 du Code de déontologie médicale. Tout acte médical requiert le consentement libre et éclairé de la personne. Elle est contraire aux différents arrêts de la Cour, notamment en 97, en février et octobre, concernant l'information aux patients, qui doit être loyale, claire, appropriée et exhaustive et la plus complète sur les risques pour permettre aux patients de juger des risques par rapport aux bénéfices. Ce n'est pas fait. La loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. L'article L111-4 du Code de santé publique qui donne la liberté ou pas d'accepter un acte médical. Elle est contraire à la Convention d'Oviedo de 97. Et enfin, tout opposant à ce principe d'obligation peut évoquer la notion de résistance à l'oppression, et ça c'est dans la Constitution, et il peut utiliser la légitime défense sans limitation de soi, ça aussi c'est dans la Constitution. Oui. Donc voilà, nous avons des armes pour nous opposer à cette obligation. 11 vaccins faits en 10 injections la première année de vie. Vous l'avez dit, j'osais pas le dire parce que sinon on va dire que je suis un complotiste. Or, tous mes arguments sont censés peser, vérifier, contrôler. Et contrôlable. Et donc, vous l'avez dit en début d'émission, c'est criminel, je le pense, effectivement. Qu'il y ait des vaccins, les vaccins sont nécessaires pour tel ou tel type d'affection, qu'on nous les propose sous forme monovalente et avec des compositions qui ne souffrent d'aucune critique. Alors je vais vous dire, d'abord, aujourd'hui, il y a une chose qui quand même existe, qui permet aux personnes d'avoir des renseignements facilement. Autrefois, lorsque vous aviez un médecin qui vous donnait un produit, par exemple, vous allez
un médecin vous prescrit le Mediator, par exemple, vous pouvez aller sur Internet et voir la composition du produit, éventuellement des commentaires sur le produit. Ce n'est pas toujours facile, parce que il faut savoir que souvent les laboratoires, utilisent des moteurs de recherche pour faire en sorte que les informations pertinentes soient reléguées très loin. Puisque, en particulier, si vous allez sur un site de recherche comme Google, par exemple, c'en était le plus connu d'entre eux, vous cherchez un renseignement, si, par exemple, vous avez 15 000 informations et ce renseignement, c'est au niveau 10 300, vous n'allez pas aller lire toutes les pages pour voir cela. Et ça veut dire que ce n'est pas toujours facile de trouver les renseignements, mais néanmoins, on peut y arriver. Et à partir d'un certain moment, vous pouvez avoir la composition des vaccins et vous pouvez vous poser les questions pour savoir si vraiment officiellement ce sont des produits dangereux ou pas. Là, vous dites pour les nouveaux produits qui sont présentés, ils ont des inconvénients très sérieux à cause notamment des proportions très élevées de sel d'aluminium. On vous cache les... Mais autrefois, si vous voulez, il n'y avait que le Vidal et encore, c'est-à-dire qu'il fallait avoir une bibliothèque de médecins pour arriver à trouver certains renseignements. C'était pas facile. Et donc, en fait, si on veut vous donner des vaccins pour vos enfants, vous pouvez très bien aller sur Internet et trouver des renseignements, même si vous ne trouvez pas tous les renseignements. Voilà. Ça, ce sont les publicités. D'ailleurs, je vais saisir la justice parce que voilà, pour la grippe, pour la coqueluche, qui n'est jamais seule dans les vaccins, pour la méningite, pour les papillomavirus et pour l'hépatite B, pour le ROR, le rougeole, oreillon, rubéole. Et regardez, c'est des copier-coller, un vaccin sans danger, un vaccin bien toléré, c'est des copier-coller, un vaccin sans danger, toujours pareil, petite réaction de la peau, etc. Un vaccin sans... Il faut vous dire que les effets secondaires des vaccins, on n'en a qu'une vague idée. Autour de 1%, puisque les médecins ne remontent pas les informations. Par vaccin. Non, les effets secondaires qui sont dans les notices, dans les RCP, les recommandations du produit, eh bien, elles sont très largement sous-notifiées, moins de 5%. J'en ai des preuves tous les jours, je suis en contact avec des centaines de familles. Moi j'ai une famille, un directeur de banque, il a 4 enfants, une fille et 3 garçons. Les 3 garçons sont autistes. Et au 3e, ils se sont posé la question, ils n'ont pas fait le vaccin ROR, et il a un retard à la parole, mais il n'est pas autiste comme les 2 autres. Non mais c'est affolant. Et tout ça, mais je dis, vous l'avez déclaré à la NSM? C'est quoi la NSM? Oui. Etc. Les médecins ne remontent pas les infos. Ça passera. C'est que le vaccin. C'est que le vaccin. C'est un parcours du combattant pour le médecin. Le médecin est menacé par l'ordre lorsqu'il notifie quelque chose. Absolument. Moi, j'ai vu ce qui s'est passé à Vincennes. Un médecin pédiatre remarque qu'il y a un taux anormal de cancer dans sa zone. Lorsqu'elle veut le signaler, l'ordre lui dit attention, il faut pas nuire. Ouais. Et après, on a créé une pseudo-enquête où on a découpé en tranches chronologiques pour pouvoir dire il n'y a pas de fréquence anormale. Or qu'il était évident que la fréquence était anormale et qu'on en connaissait la cause. C'était l'usine Kodak qui avait sévi là pendant 30 ans. Et c'est connu aux États-Unis que les polluants donnent des choses à risque. Et la mairie ne voulait surtout pas que ça se sache parce que ça risquait de faire chuter le prix du mètre carré à Vincennes. Et donc tout le monde était d'accord pour étouffer l'affaire. Et donc on a continué à laisser la crèche sur place sans avoir des C'est ce que fait la NSM avec l'aluminium dans bien entendu. Oui, alors vous avez 15 fois les concentrations. Mais néanmoins, ce qui se passe, c'est que il y a aussi le docteur Delépine, vous savez bien cela, c'est que le médecin est responsable de son acte. Oui. L'État, évidemment, est responsable de l'obligation vaccinale, mais le médecin est responsable de son acte. Donc, s'il y a un effet secondaire, la première chose qui va se passer, c'est qu'on va chercher l'assurance de responsabilité civile du médecin qui va dire, vous avez donné un produit dangereux, vous en êtes responsable. Donc, beaucoup de médecins, lorsqu'il y a des effets secondaires, ils passent plus ou moins ça sous silence, ils sont pas pressés. Mais je dirais qu'il y a une chose aussi que je voudrais dire dans cette émission. Moi, j'ai quand même été surpris de l'hétérogénéité de réaction des médecins, par exemple, vis-à-vis de la vaccination. C'est-à-dire, vous avez des médecins qui ont compris qu'il y a des problèmes. D'autres médecins qui y vont les yeux fermés.
les yeux fermés en disant c'est bon pour la santé, allez-y. C'était mon cas avant. Oui, mais allez-y. C'est-à-dire que vous pouvez y aller les yeux fermés. Et alors, ce qui se passe là, il y a, je cite encore à répétition, excusez-moi si je me répète, le professeur Even qui disait qu'il y a un sérieux problème chez les médecins de manque d'esprit critique. Et moi, je dirais que les médecins, en fait, sont des personnes qui devraient être éminemment responsables de ce qu'ils font. Et il faudrait qu'ils se renseignent au sujet des vaccins. Il faudrait qu'ils se renseignent au-delà... Une année entière d'études. Hein. Oui, alors ce qui se passe, c'est que par exemple, c'est dommage que M. Georget ne soit pas là. Et j'avais eu ce chiffre d'une heure et demie de conférence. C'est 4 heures. Hein. Ça dépend des universités. J'ai parlé aux internes, on m'a dit non, on passe quand même une journée. Ça dépend des universités. Ouais. Hein. Par exemple, à Paris 7, c'était 1h30. Bon, ça peut changer, mais c'est pas très long. Non, mais en gros, ils apprennent un calendrier vaccinal, point. Voilà, absolument. Oui, on leur parle pas des risques. Et on leur dit, c'est sans danger, c'est bon, etc. Voilà. Bon, très bien. Et la conférence est toujours faite par un représentant de l'industrie vaccinale et pas par un professeur de médecine qui va pas se taper d'accord. Mais bon. Ils ont entendu. Qui lui-même n'y connaît rien. Donc, mettons, je prends votre chiffre, 4 heures dans toute leur vie d'informations sur les vaccins. Et je demandais à Monsieur Georget, lorsque vous avez écrit votre livre, vous avez pris toute la documentation, combien d'heures avez-vous passé? 40 ans. Il dit quelques dizaines de milliers d'heures, et puis etc. J'ai dit, bon, et vous n'êtes pas médecin, mais vous en connaissez beaucoup plus sur les vaccins. Il est agrégé de biologie, quand même. Oui, mais si vous voulez, il n'a pas le diplôme de docteur en médecine. Et je dirais que... moi non plus, j'ai pas le diplôme de docteur en médecine. Mais non, simplement, j'ai fait des études épidémiologiques. Et je l'avoue très clairement, j'ai travaillé pour Sanofi dans le passé, mais pas pour les vaccins. C'est-à-dire que je leur ai fourni des outils mathématiques destinés à faire des études de phase 2 pour analyser, pour comparer des produits. Alors, si vous voulez, vous savez que lorsque vous avez des produits, vous cherchez à les comparer et ça nécessite des traitements mathématiques. Et donc, là-dessus, il y a de l'innovation. Bon, c'est là-dessus que je suis intervenu, bien sûr, mais pas du tout pour prescrire telle ou telle chose. Alors, ce qui se passe, malgré tout, c'est que je connais un peu ce monde en interne, je connais la façon dont procèdent les gens, et ce qui est très curieux, c'est que certaines professions se posent des questions. Les gens se posent des questions sur ce qu'ils font. Les médecins ont toujours une confiance absolue dans ce qu'on leur a appris, d'une part, et d'autre part, dans ce qu'ils peuvent lire dans certaines publications. Alors, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Par exemple, prescrire est considéré... Oui. C'est l'une des seules revues qui n'accepte pas la mais publicité. il refuse de parler des vaccins. Mais prescrire, bon, c'est à peu près correct, mais le quotidien du médecin, c'est sous influence. C'est la voix de l'industrie. C'est sous influence, mais par exemple, prescrire, moi j'ai vu... Et Formandep aussi. Par exemple, le rédacteur en chef de Prescrire, qui parlait des statines, par exemple, dans une émission Azur, eh bien, il était muet. Enfin, il n'osait pas beaucoup dire parce qu'il avait critiqué dans sa publication les statines. Et puis, vous avez deux chirurgiens qui disaient c'est génial, etc. Enfin, sans qu'on leur demande leur lien d'intérêt. Voilà. Alors, comme Chapman, par exemple. C'est pour ça que moi, j'ai fait un appel solennel dans cette émission. Évidemment, je pourrais faire lancer cet appel solennel à Madame le ministre de la Santé. Je le fais de toute façon, mais je ne suis pas certain d'être entendu. Mais par contre, je pense qu'il faut faire un appel solennel aux médecins en disant, écoutez, il y a un problème. Vous ne pouvez pas vous en sortir par des vérités toutes faites. Documentez-vous, réfléchissez et regardez de près ce que vous injectez aux gens. Non, mais ce qui est important de dire, c'est que depuis 89, grâce à Reagan, les laboratoires se sont exonérés de toute responsabilité pour les vaccins, ce qui n'est pas le cas pour les médicaments. D'accord ? Donc les États ont pris en charge les indemnisations par l'intermédiaire de l'ONIAM. On le voit bien pour le Mediator. Vous savez, ça tourne autour de 3 000 € les propositions de dédommagement. Vous avez évalué vous êtes réduit à un état végétatif, on vous donne 3 000 €. Voilà. Donc, allez attaquer l'État. Vous en avez pour 20 ans et ça se termine par des non-lieux ou par des non-lieux ou des
déclassement sans suite. 34 affaires sur le garde d'asile à Paris, ça se termine comme ça. Oui, alors là, j'interviens. J'ai dit direct, et vous devez connaître ce juge, un ancien magistrat qui s'occupait beaucoup de cette histoire de santé, nous a précisé clairement que le gouvernement précédent, mais là on est dans la droite file, a demandé que tous les dossiers médicaux, tous les procès médicaux soient centralisés sur une juridiction précise dont ils tiennent bien, qui est à leurs mains. Et donc tous les dossiers médicaux qui risquent de porter atteinte à un laboratoire sont classés sans suite. C'est clair. Voilà. Alors, on n'est plus en démocratie. Non, c'est génial. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un pays formidable. Enfin, et alors, pays des lumières et des droits de l'homme. Lorsque j'entends, par exemple, un représentant du ministère de la Santé qui dit notre système de santé que tout le monde nous envie, oui, il y a 20-30 ans. Non, ça c'est du passé, c'est complètement. Ah non, j'ai entendu. Oui, mais ça, c'est. Mais je trouve ça hilarant. Ah oui, enfin, attristant, on rit jaune. Oui, mais c'est quand même un peu sévère. On est entre le 20 et le 25e rang mondial d'efficacité dans le système de santé. Oui. Mais je voulais aussi dire, à propos de votre expérience américaine, il faut quand même pas oublier que le système américain n'est pas du tout bon, et en particulier les assurances privées. Aux États-Unis, on dépense quand même à peu près 15% du produit national brut en santé, et on se retrouve au 51e rang en termes d'efficience. Donc, faut être un peu prudent. Non, mais nous sommes à 12, le Japon est à 8 et a la plus grande espérance de vie. Je suis prudent, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait un système qui n'était pas envisagé chez nous, et qui était beaucoup moins cher, et que ce système était selon... Non, il est plus cher au total. Il est au total plus cher. L'assurance paraît moins chère. Selon cette personne qui, à l'époque, était chef de cabinet du Premier ministre, disait, en fait, les réticences sont plutôt du côté professionnel. Et il faut pas sous-estimer non plus disons, la gestion des intérêts corporatistes des médecins. Je ne dis pas ça parce que, si vous voulez, vous savez, si on veut rentrer dans disons, l'agression des professions, on va attaquer les pilotes de ligne, les gendarmes qui verbalisent, les professeurs qui sont nuls, et ainsi de suite. On va prendre toutes les professions les unes après les autres et on va regarder leurs défauts. Bon, à ce moment-là, on n'en finit plus. Les fonctionnaires qui ne travaillent jamais, et ainsi de suite. Mais là, je veux préciser, pour les médecins, j'ai beaucoup parlé de corruption, de liens d'intérêt. Je pense que la grande majorité des médecins sont des gens honnêtes et qui font tout leur possible pour défendre leurs malades. Contre le gouvernement qui leur impose des lois et des choses qu'ils savent ne pas être bien, mais ils sont parfois soumis. Ils sont surtout soumis à des études fausses. Par cœur, ils remettent plus rien en question parce qu'ils en ont pas le temps. Ils ont une formation. Et ils sont menacés s'ils remettent en question. Prenons un exemple simple. Si vous voulez, dans un État totalitaire, si vous voulez, la première étape qu'il convient de développer, c'est la résistance. La résistance, lorsque la France était occupée, il s'agissait pas disons, de se plier aux injonctions du gouvernement en place. La résistance, c'est que si un médecin, par exemple, est vraiment convaincu que la vaccination, certaines vaccinations, pas toutes, sont dangereuses pour les enfants, par exemple l'hépatite B, pour se fixer les idées, c'est un cas typique. Vous êtes d'accord avec moi que la vacciner des enfants à moins d'un an contre l'hépatite B est aberrant. Bon, eh bien, donc on va lui donner une injonction en disant l'hépatite B est obligatoire. Eh bien, il va dire, moi je pense, en mon fort intérieur, compte tenu des études que j'ai faites, que c'est pas bon. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il peut très bien, à ce moment-là, faire un frou sur le carnet de santé. Alors ça, c'est illégal, bien entendu. Mais la question, c'est que, si vous voulez, c'est vrai, le problème se pose pour les parents. Parce que si vous avez des parents courageux, ils disent, je refuse ça, pour mes enfants. Alors ils peuvent se lancer dans une longue lutte juridique qui peut mal se terminer, comme vous avez vu. Qui se terminera mal, puisque la justice est quand même soumise, elle aussi. Il n'y a pas que les médecins. La justice est soumise. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Pendant tout le temps où cette procédure va durer, eh bien, les enfants ne pourront pas aller dans les établissements scolaires.
Ah non, mais ça va jusqu'à des amendes de 7 000 € en Italie, avec ce qui se passe, c'est du totalitarisme. C'est vraiment ce qui se passe, c'est qu'il y a un système totalitaire, et ce système totalitaire n'est pas un système bridé, c'est-à-dire qu'il va se retourner comme un chien de garde et mordre sauvagement les parents qui auront tenté de résister. Alors là, la question, c'est véritablement extrêmement gênant, parce que on se dit comment faire, c'est-à-dire est-ce qu'il faut dire aux parents de faire un séjour en Allemagne, rester quelques années en Allemagne, perdre le carnet de santé, enfin, je veux dire, il y a des choses qui sont faites pour mettre les parents d'enfants en tutelle. Et si vous voulez, là-dessus, je suis très inquiet de la façon dont cette situation évolue, avec en particulier le carnet de santé infalsifiable que l'on veut nous faire mettre. Que Madame Sigrist a mis au point avec deux laboratoires, de la Big Pharma, et dont elle a des billes personnellement dedans. Oui. Donc, c'est on a créé une chaire pour elle. Elle a été nommée professeure par les Big Pharma, et elle continue à la Big Pharma nomme les ministres aujourd'hui. C'était le cas de Nora Berra, c'était le cas. Mais ils ont le pouvoir aujourd'hui, se sont substitués au pouvoir par leur puissance financière. C'est ce que nos amis italiens m'ont toujours expliqué parce que j'ai quand même été beaucoup en Italie. C'est la mafia devient inexpugnable quand elle atteint le niveau politique. Et actuellement, les intérêts privés, je ne parlerai pas de mafia, nous sommes en France. Ah non, vous pouvez, j'adore. Mais les laboratoires sont arrivés au pouvoir politique. Et je pense que ce qui se produit en Italie se produit aussi en France. La seule différence, c'est qu'en Italie, les juges sont encore indépendants. Absolument. Et il y a un ministre de la Santé italien qui a terminé en prison. Oui. Justement à propos de l'hépatite virale, à propos du vaccin pour l'hépatite virale, tout simplement parce que les Italiens ont l'habitude, d'une part, de téléphoner, et d'autre part, il y a le principe des repentis, grâce justement à la mafia. Et le patron du laboratoire qui faisait le vaccin a raconté pour être repenti. Je ne voulais pas le nommer, mais c'est effectivement lui. C'est dans la presse. Oui, c'est dans la presse, le journal et de la santé des années 50. 600 millions de lire, il a touché. Il a touché 600 millions de lire pour rendre le vaccin obligatoire. Alors, bien entendu. Et il est toujours obligatoire depuis cette loi de 91. Ah oui, qui n'a pas été amendée. Il a fait 5 ans de prison, et il a pris quelques il a été condamné à 10, il en a fait 5. Et après, il a été recyclé à l'Europe, au niveau européen. Poggiolini. En fait, mais bien entendu, en France. Une vingtaine de personnages du ministère aussi. Oui, plus que ça. 57, exactement. Et le juge qui était en charge de l'affaire a dit... C'était pas pour l'affaire de l'hormone, ça? Non. 57, non, je parle de l'Italie et du journal de la santé italien, c'est le texte sur lequel je me réfère. Et le juge qui avait instruit l'affaire, le juge italien, disait « Cela est typiquement une affaire mafieuse ». Parce qu'il y avait tous les ressorts que lui avait l'habitude de voir à mafia. Alors malheureusement en France, les juges ne sont pas indépendants. C'est beaucoup plus Et puis deuxièmement, on n'a pas le statut des repentis. Donc ils ne sont pas protégés. Donc ces gens-là se taisent. Mais c'est exactement les mêmes systèmes. La question, c'est je sais ce qui va se passer. Je reçois le courrier des auditeurs. D'ailleurs, ils peuvent toujours m'écrire. Par exemple, sur mon adresse de courriel, qui est Paul Devels en un seul mot, @sfr.fr. Il faut pas se tromper dans l'orthographe. C'est PAULDEHUVELS @sfr.fr. Et vous avez des parents en disant je suis convaincu que ces vaccins sont dangereux. J'ai mes enfants, on leur demande une certification de vaccination pour rentrer à l'école. Qu'est-ce que je fais? Et moi, je ne sais pas comment leur répondre. Je ne sais pas comment leur répondre parce que je ne peux pas leur conseiller de ne pas respecter la loi parce qu'à ce moment-là, je serai passible de poursuite. Vous comprenez? Il y a des gens qui le font, mais moi, je ne peux pas le recommander. Et par contre, si vous voulez, ces parents sont véritablement dans une impasse. Dans une détresse. Dans une épaisse. Et moi, je pense que la solution devrait provenir des médecins eux-mêmes. Si les médecins prennent conscience du fait que la vaccination n'est pas une mesure de santé recommandable, ils pourront à ce moment-là entrer eux-mêmes en résistance. Mais pourquoi les autorités ne font pas comme les 17 pays de l'espace européen et donnent la liberté vaccinale? Ça, c'est ce que nous demandons. Voilà. C'est-à-dire, si la liberté vaccinale est accordée, il n'y aura plus de problème. C'est-à-dire que les gens assumeront leur propre risque, y compris. Moi, vous savez, j'ai un seul vaccin qui me pose problème, c'est la coqueluche. Parce qu'il est vrai qu'une coqueluche, dans les 3 premiers mois de la vie, c'est mortel.
parce que le bébé n'a pas terminé son système respiratoire. Mais vacciner à 2 ou 4 mois, avec une protection qui s'installe au 5e mois, combien de coqueluches on a vu post-vaccinal lorsqu'on utilisait la bactérie entière? On a arrêté d'ailleurs, maintenant on utilise 3 fractions protéiques, c'est-à-dire la cellulaire qui pose problème parce qu'il est inactif. Les études notamment du professeur Thierry à UCLA en témoignent, mais aussi le professeur Moy en Allemagne et puis Jeff Miller du CDC américain. Et puis quand notre chercheuse de l'Institut Pasteur dit que dans 20% des cas, c'est plus du pertussis qu'on trouve, mais c'est de l'omnésie, donc me pose problème. Mais on va aujourd'hui au Brésil, depuis fin 2014, on a vacciné avec le DT-Coq Glaxo qui fait des ravages, notamment en Afrique, où la mortalité infantile a triplé en Guinée, par exemple, et on vaccine les femmes enceintes, et puis quelques mois plus tard, on a une explosion de cas de microcéphalie. Notamment dans la région du Nord-Est, qui a été la région pilote, où on a installé. Et moi, j'essaye de contacter les journalistes pour aller voir si ces mamans ont effectivement été. Et là, il y a encore le couvercle dessus, parce qu'il y a trop d'intérêt. 3 millions de doses de DT-Coq ont été commandées par le gouvernement brésilien. On va dire que c'est ce fameux Zika. Le Zika, mais en réalité, ça peut être une autre cause, parce qu'il y a ce moustique et c'est. Enfin, chez un bébé, on a trouvé du Zika. Chez un bébé, on a trouvé du Zika. Non mais attendez. Et la microcéphalie n'est peut-être pas due aux causes qu'on affiche. Alors ça c'est quand même très ennuyeux, parce que j'observe également que très peu de médias prennent réellement parti pour défendre la liberté. Ils sont tous supervision, les médias, notamment la presse écrite. Bah oui, bien sûr. Et la télévision en général. Sauf votre station, bien sûr, et quelques rares autres. Très très peu. Oui, nous avons quand même une certaine diffusion, mais ce qui est très curieux, c'est que moi, je vais vous dire. Alors là-dessus, je suis quand même inquiet de la part je dirais du conservatisme mental de beaucoup de gens. C'est-à-dire, ils disent les vaccins, c'est Pasteur, c'est le charbon. C'est une religion en France. C'est une religion. On peut pas en parler, c'est ça qui est terrible. Vous savez, à partir du moment où on peut plus parler du sujet, on n'est plus dans la science, on est dans le dogme. Or, tous les protocoles à travers l'histoire ont été remis en cause, heureusement, c'est comme ça que la science a évolué. C'est le propre de la science, sinon on n'a plus. Là, on est dans le dogme. Vous avez une armée de mercenaires qui prennent la parole dans les médias. Moi, je relève, j'ai un service, j'ai des collaborateurs qui vont relever tous les mensonges qui sont déclarés par voie de presse et tout, et j'espère qu'il y aura un procureur, sinon on ira le chercher à l'étranger, en Malaisie ou je ne sais pas où, pour attaquer ça. On peut pas laisser faire ça. Enfin c'est monstrueux ce qui se passe, c'est monstrueux au niveau des libertés. Alors si vous voulez, je me réfère à une querelle qui maintenant est en passe d'être arbitrée pour le produit Roundup, qui est un désherbant, qui a été présenté comme sans danger. Alors, bien entendu, les gens disent, attention, ce produit est dangereux, contrairement à ce qui est dit par le fabricant, il faut prendre toutes les précautions nécessaires. Je simplifie, en réalité, on pourrait aller beaucoup plus loin dans cette critique. Eh bien, à une certaine époque, moi j'ai tenu ce langage dans une séance de l'Académie des sciences, et on m'a dit, écoutez, vous-même, vous ne pouvez pas avoir autant de poids que toute l'industrie semencière et chimique réunie. J'ai dit, écoutez, lorsqu'une personne dit la vérité, il peut y avoir 1 million de personnes qui disent le contraire, et ils seront aussi dans l'erreur. Et je dirais qu'en ce qui concerne les vaccins, moi je pense que dans un pays où les gens, dans l'ensemble, se portent bien, il n'y a pas de problème sérieux de santé publique. Absolument. Il faut faire... Il y en a d'autres. Oui, mais enfin, il n'y a pas cela, en tout cas. L'alcool, par exemple. Oui. L'alcool, le tabac. Oui, il y en a, mais je veux dire par là qu'il faudrait raisonner au moins au niveau européen en disant faisons comme l'Allemagne et ne rendons pas l'obligation. Comme l'Angleterre. Comme l'Angleterre, oui. L'Hollande, tous les pays. Et d'autre part, vous avez l'aspect financier qui est quand même très important parce que les gens disent, ben oui, c'est 110, 130 millions d'euros. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Bien sûr, mais on arrive à des prix de vaccins. Attendez, là, on va nous rapporter le Bexero. Il est à 89
le Bexsero est à 89 € pour la méningite. Multiplions par une classe d'âge, puisqu'on veut vacciner tous les enfants. Absolument. Une classe d'âge, c'est 700 000 actuellement. C'est 100 €. 700 000 par 100 €. Les deux, là, c'est à 2, 4 et 6 mois, c'est 100 €. Donc vous multipliez par 800 000 nourrissons, vous avez déjà le chiffre pour 2 vaccins. Donc et puis tous les autres qui deviennent obligatoires. Donc vous voyez, c'est un coût. Et tous les frais liés aux consultations de vaccination, à la surveillance des accidents post-vaccinaux qui n'existent pas. Normalement, c'est là où il faut bien se rendre compte qu'un vaccin, si on doit le faire correctement, c'est une visite au pédiatre. Et c'est un acte médical et qui est remboursé par la sécurité sociale et qui a son prix. Et si vous avez un effet secondaire comme l'autisme, c'est 80 000 € de dépenses pour chaque... Il y a 8 000 nouveaux cas par an. Et ce qui est tout à fait frappant dans la politique du ministère depuis 30 ans, c'est que jamais, au grand jamais, on évalue une politique de santé. Absolument. Donc, on aurait dû, par exemple, les vaccins, on aurait dû depuis très longtemps évaluer leur efficacité. Ça n'a pas eu lieu. Au contraire, on ment. Et la prévention du cancer, la soi-disant prévention du cancer du sein par la mammographie, c'est jamais évalué. On évalue le nombre de personnes qui y va et on se gargarise en disant on en a un peu plus que l'année dernière, donc c'est bien. Non, c'est pas ça. Est-ce que ça a fait baisser par la prévention la diminution de la mortalité? On sait que c'est faux. L'émission se termine. Est-ce que nous sommes dépendants de la technique? Je vous dirais non, je voudrais quand même évoquer un phénomène qui s'est passé puisque on en a parlé aux Journées de santé publique là il y a le mois dernier sur cet épisode de vaccination de méningite à Dijon. Ah oui. Parce que là c'est fabuleux comme exemple. Oui. On a vacciné donc parce qu'on était arrivé, il faut rappeler les faits, octobre 2016, un décès par méningite W135 d'après ce que nous rapportent les autorités. Or cette souche vient de... Voilà, elle vient de la Mecque, enfin oui, il faut le dire. Cette région. Oui, absolument. Il faut le dire, on l'a caché. Attendez, il n'existe pas. Attendez, parce que c'est important. Bon, bien. Et puis il y a eu un deuxième décès. Enfin, il y a eu 3 cas et un deuxième décès en décembre qui a été mourir d'ailleurs en Belgique puisque c'était un étudiant belge. Et on a déclenché une vaccination parce qu'on était arrivé à 3 cas sur un campus de 30 000 étudiants. Donc ça faisait 3 pour 100 000, on déclenche la vaccination. On se demande pourquoi ces chiffres ont été retenus, parce que ça dépend de Dijon. Dijon, c'est 152 000 habitants, je crois, de mémoire. Donc pourquoi on n'a pas vacciné aussi? Moi, j'étais étudiant à Reims. Tous les soirs, on descendait dans le centre de Reims, etc. Donc pourquoi? Alors, en grattant un petit peu, quand même, puisqu'on a utilisé le vaccin Nimevrix, qui est de chez Glaxo à 51,54 la boîte, donc 40 € pour le laboratoire quand même, eh bien, on s'aperçoit, on parle toujours de couverture vaccinale à 95%. Il faut absolument cette sacro-sainte 95% qui n'est basée sur aucun fait scientifique. Bien, les résultats des courses, puisque cette campagne a duré 2 mois, en janvier-février de cette année, on a vacciné 13 797 étudiants et personnels, c'est-à-dire qu'on arrive à 46%. Or, il n'y a jamais eu d'épidémie. Jamais. Ce sont des cas sporadiques qui auraient pu être très bien traités en faisant il y a un cas, vous savez que c'est l'urgence avec le méningo qui est une bactérie très sensible aux antibiotiques, 5 jours d'antibiotiques, facile. Oui, la rovamycine, la spiramycine, enfin bref, à mon époque, ça peu coûteux. On a peut-être peu coûteux. Bien, pourquoi n'a-t-on pas fait, puisqu'il y avait un risque, un prélèvement de gorge et puis un traitement, une mise sous antibiotiques 5 jours, le problème était réglé. Non, il a fallu qu'on aille tester le dernier vaccin, le Nimevrix. Alors, ce vaccin a une histoire, puisqu'il a substitué il y a 3 ans le Mencevax. Mencevax qui était dosé à 50 microgrammes des 4 souches, enfin A, C, W et Y, à 50 microgrammes, et qui a posé des ruptures de stock, etc., et des problèmes d'effets secondaires. D'accord? On le faisait en subcutané, et ce vaccin, Mencevax, à 2 ans, n'avait plus que 24% de couverture pour le W. Et à 3 à 5 ans, la couverture avait disparu, la protection avait disparu. On l'a remplacé
par le Nimemrix, il s'en vendait 500 unités mois pour toute la France. Donc il fallait une expérience grandeur nature. Et ce nouveau vaccin qu'il a substitué était dosé à 5 microgrammes, non plus à 50 mais à 5. Donc vous voyez, au niveau de l'efficacité, c'est pas mal. La sous-cutanée est devenue une contre-indication puisqu'on la faisait en intramusculaire. Donc c'est ahurissant. C'est ahurissant. On a vacciné donc à hauteur de 46%, alors qu'il n'y avait pas lieu de vacciner. Donc ça a été une belle opération pour la maison Glaxo. Donc là, maintenant, on voudrait généraliser le Bexsero, tenez-vous bien. D'après les feuilles d'information d'Infovac, que j'analyse chaque mois, parce que là, maintenant, on va arriver à 3 vaccins d'un coup, il va falloir donner une grosse dose de paracétamol pour éviter la fièvre à 40 ou 41. Enfin, on marche sur la tête. Hein. Tous ces gens-là, Infovac, 20 pédiatres à la solde des laboratoires. Alors, c'est très intéressant. Hier, je suis allé sur leur site, et c'est marqué à chaque fois, on donne les noms des experts, et il suffit de cliquer pour avoir les liens d'intérêt. Ouais. J'ai cliqué, à chaque fois, ce n'est pas disponible. Ce n'est pas disponible. Non, mais moi, oui, non, mais on peut les avoir autrement. Mais c'est trop drôle. Mais c'est ahurissant. Donc moi, tous ces gens-là, eh bien c'est bien simple. Nous avons maintenant une bonne avocate, ex-magistrate et tout. Eh bien, nous allons essayer de trouver des procureurs dignes de ce nom pour commencer à contre-attaquer. On peut pas laisser faire ce lobby et abîmer la santé. Pour moi, la santé publique est prioritaire face aux intérêts financiers et aux intérêts financiers des laboratoires pharmaceutiques. Je trouve ça totalement inadmissible. C'était la même chose pour le professeur Bricaire qui dit n'importe quoi dans la presse, que j'ai référencé aussi. Ce monsieur, il est signataire il fait bien sûr, de son signataire. Il a, je crois, 12 études de marché avec les laboratoires. J'ai noté ça quelque part, enfin c'est fabuleux. Pour ceux qui est retrouvable. Bon, alors, si vous voulez, attendez, parce que nous arrivons peu à peu à la fin de cette émission, et je voudrais un peu en faire le bilan. Bon. Le bilan est très sombre, c'est-à-dire que vous avez mis en évidence une industrie de la santé, j'appelle une industrie de la santé qui est mafieuse et qui multiplie les conflits d'intérêts aux dépens de la santé publique de façon complètement illégale, inconstitutionnelle et tout ce qu'on veut. Donc cette chose est absolument épouvantable et en fait, le train continue, lancé à toute allure, et si on ne fait rien, eh bien, vous allez avoir une obligation vaccinale qui va tomber sur les malheureux parents, et ça va rendre des quantités de nourrissons malades, autistes, alzheimériens, tout ce que... C'est épouvantable, et il faut que ça se sache, parce que la presse ne relaie pas ces informations. Alors, je dirais que... Elle est au courant, pourtant. Ah oui, bien sûr. Le gouvernement est sans doute au courant aussi. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que nous avons un énorme travail à faire pour diffuser la bonne parole. Sur ce, Serge Rader, docteur de l'Épine, je voulais vous remercier de votre courage en venant ici, parce que chacun sait que lorsque vous avez un gros monstre, le tigre est assis. Il se nourrit de chair humaine et il n'aime pas beaucoup qu'on lui marche sur la queue. C'est ce que vous faites, c'est ce que nous faisons, mais nous insistons sur le fait que la seule façon de s'en sortir, au-delà d'un juridisme qui sera bloqué par une justice aux ordres, de toute façon, quoi qu'on en dise, eh bien, on y aura peut-être quelques succès, mais voyez comment se déroulent les procès du Mediator, voyez comment se déroule l'indemnisation des malades, ce n'est pas glorieux, eh bien, ça ne pourra se résoudre que par la résistance des citoyens. Et j'appelle les citoyens à la résistance contre cette oppression, contre cet assassinat, contre cette... Et surtout, j'appelle aussi à la désobéissance... Les médecins de vraiment prendre conscience. Alors certains d'entre eux prennent conscience, mais pas tous, c'est ça le problème. 31% et 50%. Je suis malheureusement obligé d'arrêter et je remercie... Un appel à la désobéissance civile. Je remercie Radio Courtoisie pour nous permettre comme encore de diffuser ces informations à la radio. Bientôt, j'espère. Enfin, disons, il n'y a pas beaucoup d'endroits comme celui-ci où l'on puisse diffuser ces informations. Hélas. Merci, chers amis, et à bientôt.